Papa, est-ce que c'est maman? Demanda la petite fille en regardant la femme PDG millionnaire qui les observait en larmes depuis la fenêtre de sa Bentley. Avant de commencer cette vidéo, qui voyage actuellement à travers les fuseaux horaires, partagez la saison que vous vivez là où vous habitez. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur Riverside Park tandis que Marcus Thompson poussait sa fille de 6 ans, Emma, sur une vieille balançoire en bois. Son rire joyeux emplissait l'air, un son qui réchauffait toujours son cœur, même les jours où le poids de ses soucis semblait insupportable. Plus haut, papa, plus haut, s'écria Emma, ses boucles foncées rebondissant à chaque arc de la balançoire. Marcus força un sourire, repoussant les pensées à propos de la lettre de refus qu'il avait reçue ce matin-là, encore une entreprise qui n'avait pas besoin de ses compétences en comptabilité. 4 mois de chômage avaient presque épuisé leurs économies, mais Emma ne devait pas porter ce fardeau. À 6 ans, son monde devait être rempli d'aventures au parc et d'histoires au coucher, pas de soucis d'adultes sur des factures impayées. « Tiens-toi bien, princesse », appela Marcus en lui donnant une nouvelle poussée. Ses mains calleuses, autrefois douces par le travail de bureau, portaient maintenant les marques des petits boulots qu'il avait pris pour mettre de la nourriture sur leur table. Le rire contagieux d'Emma résonna à travers le parc, quand soudain le ronronnement profond d'un moteur luxueux perça l'après-midi paisible. Une Bentley noire et brillante se gara sur le trottoir, sa surface polie reflétant la lumière dorée de l'automne comme un miroir. Marcus jeta à peine un coup d'œil à la voiture de luxe. Ce n'était pas leur quartier, et les véhicules chers étaient rares ici. Il se préoccupait davantage d'Emma, qui avait sauté de la balançoire en plein vol pour poursuivre sa balle rouge vive qui roulait vers le bord du parc. « Emma, fais attention !» cria-t-il en courant derrière elle. La petite fille s'arrêta brusquement, sa balle oubliée à ses pieds. Elle resta immobile, fixant quelque chose ou quelqu'un près de la rue, son petit visage plissé de concentration, la même expression qu'elle avait quand elle essayait de se souvenir de quelque chose d'important. « Papa » dit-elle doucement sans détourner les yeux de ceux qui avaient capté son attention. « Cette dame, elle ressemble à quelqu'un que je connais. » Marcus suivit le regard de sa fille et sentit son monde basculer. Descendait de la Bentley une femme qu'il n'avait pas vue depuis 6 ans, mais qu'il reconnaîtrait n'importe où. Sophia Sterling se tenait près de la voiture, ses cheveux châtains désormais coiffés en un élégant carré, portant un manteau crème sur mesure qui devait coûter plus que ce que Marcus gagnait en 3 mois. Elle était plus âgée, plus raffinée, mais indubitablement la femme qui avait partagé ses rêves et brisé son cœur. Leurs regards se croisèrent à distance et, pendant un instant, le temps sembla suspendu. L'expression posée de Sophia vacilla, sa main serrant la poignée de la porte de la voiture comme si elle cherchait une ancre. Elle regarda Marcus puis Emma, son regard s'attardant sur l'enfant avec une intensité qui fit serrer la poitrine de Marcus. Emma tira sur sa manche. « Papa, tu la connais ?» Marcus ne trouva pas sa voix. 6 années de murs soigneusement construits autour de son cœur semblèrent s'effondrer en un instant. Sophia fit un pas hésitant en avant, puis s'arrêta, comme tenue par une barrière invisible. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Le moment s'étira entre eux, lourd d'un passé non dit et du poids de choix irréversibles. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, Sophia se détourna. Elle glissa avec grâce dans la Bentley et la voiture s'éloigna du trottoir, ne laissant derrière elle qu'un léger parfum de parfum coûteux dans l'air d'automne. « Papa !» La voix d'Emma ramena Marcus au présent. C'était qui cette dame? Pourquoi elle nous regardait comme ça? Marcus s'agenouilla au niveau d'Emma, ses mains tremblantes en repoussant une boucle de ses cheveux. Comment expliquer que l'élégante inconnue était la mère qui était partie quand Emma avait seulement 4 mois? Comment dire à son innocence que la femme dans la voiture de luxe était la même dont l'absence avait creusé un vide dans leur vie? C'est elle, commença Marcus, puis s'arrêta. La vérité était trop compliquée, trop douloureuse pour qu'une fillette de 6 ans la comprenne. Ce n'est personne d'important, princesse, juste quelqu'un qui a cru nous reconnaître. Mais même en prononçant ces mots, Marcus savait que c'était un mensonge. Sophia Sterling était bien des choses, une femme réussie, ambitieuse, celle qui avait choisi sa carrière plutôt que leur famille. Mais elle ne serait jamais, personne d'important, pas pour lui, et certainement pas pour la petite fille qui avait hérité des yeux et de l'esprit brillant de sa mère. Emma sembla accepter son explication, mais Marcus remarqua qu'elle jetait régulièrement des regards en direction de la rue en marchant vers la maison, comme si elle s'attendait à ce que la mystérieuse femme revienne. Ils ignoraient tous deux que cette rencontre fortuite allait déclencher une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Ce soir-là,
Marcus essaya de se concentrer sur la préparation du dîner tandis qu'Emma coloriait à la table de la cuisine, mais son esprit revenait sans cesse au parc. La manière dont Sophia avait regardé Emma, avec tant de nostalgie et de douleur, le hantait. Il avait passé 6 ans à construire une vie sans elle, se convainquant qu'Emma allait mieux avec lui seul. Mais revoir Sophia réveillait des émotions qu'il pensait avoir enfouies. « Papa, j'ai besoin de mon crayon violet », annonça Emma en glissant de sa chaise. « Je crois que je l'ai laissé dans ta chambre hier, quand on regardait ce livre. »« Je vais te le chercher, ma chérie », proposa Marcus, mais Emma s'était déjà élancée dans le couloir. « Je peux le trouver », lança-t-elle joyeusement. Marcus entendit des bruits de fouilles dans sa chambre, l'ouverture et la fermeture de tiroirs. Il aurait dû la suivre, sa chambre n'était pas vraiment adaptée aux enfants, mais les pâtes étaient en train de déborder, et il fut distrait en essayant de sauver le dîner. Puis vint le fracas. Oups! La voix d'Emma résonna dans le couloir, suivie d'un silence inhabituel qui fit tomber l'estomac de Marcus. Il la trouva assise, jambes croisées sur le sol de sa chambre, entourée de photographies éparpillées qui étaient tombées d'une vieille boîte à chaussures. La boîte elle-même gisait sur le côté près du placard, apparemment tombée quand Emma était montée pour atteindre l'étagère haute où il gardait ses fournitures d'art. « Je suis désolée, papa, » dit Emma, mais son attention ne portait pas sur le désordre. Elle fixait intensément une photo dans ses petites mains. « Qui est cette jolie dame avec toi ?» Le cœur de Marcus s'arrêta. La photo qu'Emma tenait était une qu'il avait cachée pendant des années, lui et Sophia lors d'un pique-nique d'entreprise, tous deux jeunes et riants, la tête de Sophia reposant sur son épaule. Ils semblaient si heureux, si pleins d'espoir pour leur avenir ensemble. La photo avait été prise quelques mois seulement avant la naissance d'Emma, avant que tout ne s'effondre. « Emma chérie, on devrait ranger ça », dit Marcus en s'agenouillant pour rassembler les photos, mais Emma tenait la photo contre sa poitrine comme pour la protéger. « Attends, papa, regarde ses yeux. » Emma tint la photo à bout de bras, l'examinant avec l'intensité propre aux enfants. « Ils sont comme les miens, et ses cheveux, ils ont la même couleur que les miens quand ils ne sont pas au soleil. » Marcus sentit les murs qu'il avait bâtis autour de ce secret commencer à s'effondrer. Emma était trop intelligente, trop observatrice. Elle avait déjà fait le lien qu'il espérait qu'elle ne ferait jamais. « Papa », murmura Emma d'une voix basse, presque un chuchotement. « C'est cette dame du parc ? Celle qui nous regardait bizarrement ?» L'innocence de sa question brisa quelque chose à l'intérieur de Marcus. Il avait répété cette conversation 1000 fois dans sa tête, s'imaginant toujours qu'Emma serait plus âgée quand elle arriverait. Mais la voilà, à 6 ans, tenant la clé d'une vérité qu'il avait protégée. « Oui », répondit-il simplement en s'asseyant par terre à côté d'elle. « C'est elle. » Emma assimila cette information avec la prudence d'un enfant essayant de résoudre une énigme. « Elle me ressemble », observa-t-elle avec simplicité. « Oui, c'est vrai, et tu as l'air heureuse avec elle. » Emma pencha la tête, étudiant le visage de Marcus sur la photo, puis regarda son expression actuelle. « Vraiment vraiment heureuse, comme quand tu me regardes sur les balançoires. » Marcus avala difficilement. « J'étais heureux à ce moment-là. » Emma posa doucement la photo et regarda son père droit dans les yeux avec un sérieux qui dépassait son âge. « Papa » dit-elle à peine au-dessus d'un murmure, « est-ce qu'elle est ma maman ?» La question resta suspendue entre eux comme un pont. Marcus n'était pas sûr d'être prêt à franchir ce pont. Il avait toujours su que ce jour viendrait, mais il avait espéré avoir plus de temps pour se préparer, plus de temps pour trouver les mots justes, ce qui expliquerait sans blesser. « Oui, Emma » dit-il enfin, la voix chargée d'émotion. « C'est ta maman. » Emma hocha lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle avait toujours soupçonné. « Où est-elle allée ? » « Elle a dû partir quand tu étais toute petite. Elle pensait que ce serait mieux pour toi. » « Mais moi je veux qu'elle soit là », répondit simplement Emma avec cette honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. « Si c'est ma maman, pourquoi elle ne vit pas avec nous ?» Marcus serra sa fille dans ses bras, la tenant tout contre lui. Comment pouvait-il expliquer l'abandon à quelqu'un qui ne l'avait jamais connu? Comment dire à sa fille que sa mère avait choisi sa carrière plutôt que leur famille, sans briser sa foi innocente en l'amour? Parfois, dit-il prudemment, les adultes prennent des décisions qui sont très difficiles à comprendre. Ta maman pensait qu'elle ne pouvait pas s'occuper de toi comme tu le méritais. Emma resta silencieuse un long moment, puis leva les yeux vers lui avec ses yeux, les yeux de Sophia. Mais elle est revenue nous regarder aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'elle veut s'occuper de moi maintenant?
L'espoir dans sa voix fut comme un couteau planté dans le cœur de Marcus. Car la vérité, c'est qu'il n'en savait rien. Et après 6 ans à construire une vie sans elle, il n'était pas sûr d'être prêt à le découvrir. Ce soir-là, alors qu'Emma s'endormait en serrant contre elle la photo, Marcus resta assis dans le salon, fixant le mur où aurait dû se trouver un portrait de famille. La question innocente de sa fille résonnait dans son esprit. Est-ce qu'elle veut s'occuper de moi maintenant? Pour y répondre, il devait se souvenir de comment tout avait commencé et comment tout s'était effondré. 7 ans plus tôt, Marcus avait 25 ans et travaillait comme comptable junior temporaire chez Sterling Financial quand il vit Sophia Sterling pour la première fois. Elle avait 28 ans, venait d'être nommée directrice financière, et dégageait une énergie électrisante. Là où les autres cadres portaient des costumes austères, Sophia portait la confiance comme une seconde peau. Ses présentations étaient brillantes, son rire contagieux et son ambition indéniable. « C'est toi l'intérimaire de la comptabilité, non ?» demanda-t-elle un soir tard, alors qu'ils travaillaient tous les deux en heures supplémentaires. « Marcus ?»« C'est moi », répondit-il, surpris qu'elle connaisse son nom. « Tu veux prendre un café ? J'ai besoin de quelqu'un pour revérifier ces chiffres, » était le seul ici qui n'a pas l'air de vouloir s'endormir debout. Le café se transforma en dîner. Le dîner en longue promenade à travers Central Park. En 2 mois, ils étaient inséparables. Sophia n'était comme personne que Marcus avait connue, passionnée, ambitieuse, avec des rêves plus grands que n'importe quel gratte-ciel de Manhattan. Elle voyait en lui un potentiel qu'il n'avait jamais su reconnaître lui-même. « Tu pourrais diriger ton propre cabinet un jour », lui disait-elle, les yeux brillants de possibilités. « Tu as le talent, Marcus. Tu dois juste croire en toi autant que moi je crois en toi. » Leur relation était intense, dévorante. Sophia aimait comme elle dirigeait, avec engagement total et concentration absolue. Pendant 8 mois, Marcus avait l'impression de vivre un conte de fées. Puis vint ce matin qui changea tout. « Marcus », murmura Sophia, le visage pâle en fixant le test de grossesse tremblant dans sa main. « Ça ne peut pas être vrai. »« Pas maintenant ?» Elle venait tout juste d'être promue vice-présidente, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Sa carrière décollait enfin, et elle avait travaillé trop dur pour que quoi que ce soit la fasse dérailler. « On peut y arriver », avait dit Marcus en la prenant dans ses bras. « Sophia, on peut tout avoir. Une famille, une carrière, nos rêves, ensemble. » Mais Sophia ne voyait que des obstacles. « Ma carrière ne fait que commencer, Marcus. Je ne peux pas. Je ne suis pas prête à être mère. Je ne sais pas comment être une mère. » Marcus lui avait demandé sa main ce jour-là même, persuadé que l'amour suffirait à surmonter ses peurs. Mais plus la grossesse avançait, plus l'anxiété de Sophia grandissait. Elle travaillait de plus en plus tard, comme si elle pouvait fuir la réalité qui grandissait en elle. Quand Emma est née, minuscule et parfaite, avec les yeux sombres de Sophia, Marcus pensa que, forcément, l'instinct maternel allait surgir. Et pendant quelques semaines, cela sembla être le cas. Sophia pouvait passer des heures à contempler Emma, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Elle est tellement belle », chuchotait-elle. « Elle est parfaite, et je vais la gâcher. » La dépression postpartum frappa Sophia comme un train lancé à pleine vitesse. Elle, qui avait toujours tout contrôlé, ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si perdue, si incapable. Elle arpentait l'appartement la nuit, en pleurant silencieusement pour ne pas réveiller le bébé. « Je n'y arrive pas, Marcus », répétait-elle sans cesse. « Je ne sais pas ce que je fais. Elle mérite mieux que moi. »« Tu apprends », la rassurait Marcus. « On apprend tous les deux. C'est ce que font les parents. » Mais les doutes de Sophia finirent par dépasser son amour. Quand Emma eut 4 mois, Marcus rentra d'un entretien d'embauche et trouva l'appartement vide et une lettre sur la table de la cuisine. « Marcus, je ne peux pas être la mère qu'Emma mérite. Chaque fois que je la regarde, je vois mon incompétence reflétée dans ses yeux. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse l'aimer sans réserve, sans peur. J'accepte le poste à Londres. S'il te plaît, ne me cherche pas. Prends soin de notre fille si précieuse et dis-lui un jour que je l'aimais assez pour partir. Sophia. » Marcus avait froissé la lettre dans son poing, puis l'avait dépliée à nouveau, la relisant encore et encore jusqu'à ce que les mots deviennent flous à travers ses larmes. Emma avait pleuré cette nuit-là, comme si elle sentait déjà l'absence de sa mère. Et Marcus l'avait tenue contre lui, lui promettant qu'il suffirait pour eux deux. Il n'avait gardé qu'une seule photo, celle où il semblait heureux. Celle qu'Emma avait trouvée aujourd'hui.
Il savait qu'un jour sa fille poserait des questions sur sa mère. Il voulait avoir quelque chose de beau à lui montrer, une preuve qu'elle venait d'un amour, même si cet amour n'avait pas été assez fort pour rester. Maintenant, 6 ans plus tard, tandis que Marcus rangeait soigneusement la photo à nouveau, il se demandait si le retour de Sophia signifiait qu'elle avait enfin trouvé le courage qui lui manquait autrefois ou si les avoir vus hier avaient simplement rouvert des blessures qui auraient mieux fait de rester refermées. Quoi qu'il en soit, la question innocente d'Emma restait en suspens, planant au-dessus de leur petite famille comme un nuage d'orage rempli à la fois de douleur et de possibilités. Sophia Sterling se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son bureau d'angle, au 52e étage du bâtiment Sterling Industries, observant la ville s'étendre sous ses pieds comme un royaume conquis. Il y a 6 mois, elle était rentrée de Londres en tant que nouvelle PDG, son expertise ayant transformé les opérations européennes de l'entreprise en une puissance. Elle avait tout ce dont elle avait rêvé à 28 ans, le pouvoir, la richesse, le respect. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? La réponse se trouvait dans le dossier Manille posé sur son bureau en acajou, livré ce matin par James Mitchell, l'enquêteur privé qu'elle avait engagé 3 mois plus tôt. Elle s'était dit que c'était juste par curiosité, pour s'assurer qu'Emma était bien entourée. Mais la vérité était bien plus complexe que cela. Sophia prit le dossier avec des doigts tremblants, même si elle connaissait déjà son contenu par cœur. Des bulletins scolaires montrant les excellentes notes d'Emma. Des dossiers médicaux indiquant une enfant en bonne santé, heureuse. Des photographies du père et de la fille, à l'épicerie, à la bibliothèque, dans le parc où Sophia les avait vus hier. Le rapport dressait un portrait à la fois réconfortant et dévastateur. Marcus Thompson, père célibataire, en difficulté financière mais entièrement dévoué à sa fille. Emma Thompson, 6 ans, décrite par ses enseignants comme exceptionnellement brillante, gentille, et bien équilibrée malgré des circonstances difficiles. Malgré des circonstances difficiles. Ces mots piquaient, car Sophia savait quelle était l'une de ces circonstances. Le morceau manquant qui avait forcé Marcus à être à la fois mère et père. L'interphone sonna. Mademoiselle Sterling, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. Annulez-le, dit Sophia sans détourner les yeux de la fenêtre. Annulez tout pour le reste de la journée. Pour la 3e fois cette semaine, Sophia se retrouva en voiture dans le quartier d'Emma, garée à un endroit discret où elle pouvait les observer sans être vue. Elle se disait qu'elle voulait seulement vérifier que les rapports de l'enquêteur étaient exacts. Mais en vérité, elle nourrissait une dépendance qu'elle ne savait pas nommer. Et là, ils étaient. Marcus poussant Emma sur la même balançoire que la veille. Même à cette distance, elle pouvait entendre le rire d'Emma porté par la brise d'automne. Le son perça des années d'armure émotionnelle soigneusement construite. Emma sauta de la balançoire et courut vers la rue en poursuivant une balle qui avait roulé au loin. Le cœur de Sophia se serra. Elle se retrouva à agripper le volant, prête à intervenir si nécessaire. Mais Marcus était déjà là, prenant Emma dans ses bras avant qu'elle n'atteigne la route fréquentée. « Fais attention, princesse, entendit Sophia. Sa voix portait cette autorité douce d'un père devenu hypervigilant. Alors qu'il retournait vers l'aire de jeu, Emma s'arrêta brusquement. Une femme âgée, appuyée sur une canne, venait de faire tomber son sac à main, son contenu éparpillé sur le trottoir. Sans hésiter, Emma s'agenouilla et commença à rassembler les objets, pièces de monnaie, mouchoirs, photos. « Tenez, dit Emma en tendant le sac à la vieille dame. Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide pour marcher? La femme âgée sourit et tapota la joue d'Emma. Tu es une fille adorable. Tes parents t'ont bien élevée. C'est juste mon papa qui m'élève, répondit Emma simplement. Mais il est très fort pour ça. La vue de Sophia se brouilla de larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années. Marcus avait fait plus qu'élever Emma, il l'avait élevée pour qu'elle soit compatissante, serviable, le genre d'enfant dont n'importe quelle mère serait fière. Le genre d'enfant que Sophia avait eu trop peur d'essayer d'élever elle-même. Son téléphone sonna, la tirant brusquement de son observation. Le nom d'Alexander Reeves, son fiancé depuis 8 mois, s'afficha. « Ma chérie, où es-tu » demanda sa voix posée et exigeante. « Tu as manqué la réunion avec Morrison Industries. Richard Morrison t'a expressément demandé. »« J'avais quelque chose de plus important à faire, » répondit Sophia, en regardant Marcus et Emma partager une glace sur un banc du parc. « Plus important qu'une acquisition de 50 millions de dollars ? Sophia, tu es distraite ces derniers temps. Tout va bien ? » Sophia regarda Emma rire pendant que la glace dégoulinait de son menton, et Marcus l'essuyait doucement avec une serviette. Un geste si simple,
mais rempli d'amour et de patience. Je vais bien, Alexander. Je réévalue mes priorités. Eh bien, réévalue-les vite. Nous avons le gala de charité demain soir, et j'ai besoin que tu sois concentré. Le groupe Blackstone sera présent et ils nous considèrent pour la gestion de leur nouveau portefeuille. Sophia mit fin à l'appel sans dire au revoir. Le monde d'Alexander, les dîners d'affaires, les alliances stratégiques lui semblaient soudain étouffants. Là, devant elle, sa fille, leur fille, découvrait le monde avec émerveillement. Et pour la première fois depuis des années, Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti, du regret. Pas pour sa carrière ou son succès, mais pour avoir manqué ça. Les premiers pas d'Emma. Ses premiers mots. Son premier jour d'école. Toute la magie quotidienne d'un esprit jeune qui grandit et s'émerveille du monde. Alors que Marcus et Emma s'apprêtaient à quitter le parc, Emma regarda directement la voiture de Sophia. Pendant un instant, leur regard se croisa. Le cœur de Sophia s'arrêta. Emma fit un petit signe de la main. Sophia, sans réfléchir, répondit d'un geste rapide avant de démarrer précipitamment la voiture et de disparaître dans la circulation. Mais alors qu'elle s'insérait dans le flot de voitures, une pensée l'obsédait. Et si ce n'était pas trop tard? Et si elle pouvait enfin trouver le courage qui lui avait manqué 6 ans plus tôt? 3 jours après leur rencontre au parc, Emma se réveilla avec une forte fièvre. Marcus paniqua immédiatement. Les yeux habituellement brillants d'Emma étaient vitreux, son petit corps brûlait de chaleur qu'aucun sirop pour enfant ne semblait calmer. « Papa, ma tête fait très mal », murmura Emma, sa voix à peine audible. Marcus posa la main sur son front, elle était brûlante. Le thermomètre affichait 104,2 degrés Fahrenheit, 40,1 degrés Celsius. Son assurance santé de base, achetée pendant sa période de chômage, avait une franchise si élevée qu'elle était presque inutile. Mais la santé d'Emma passait avant tout, bien avant les soucis financiers. « On va à l'hôpital, princesse », dit-il en l'enveloppant dans une couverture. Malgré sa fièvre, elle se laissa porter sans un mot. Les urgences du métro général étaient bondées et en sous-effectif, comme d'habitude pour un mardi soir. Marcus remplit les papiers d'admission d'une main tremblante, Emma inerte dans ses bras, respirant rapidement et faiblement. Thompson appela enfin une infirmière, 2 heures interminables plus tard. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, James Mitchell appela Sophia avec son rapport quotidien. L'enfant semble malade, madame. Le père l'a emmené aux urgences de métro général, il y a environ 2 heures. Sophia était en train d'examiner les projections trimestrielles quand l'appel est arrivé, mais toutes ses pensées professionnelles s'évaporèrent instantanément. Malade? À quel point? Inconnu. Mais M. Thompson semblait très inquiet. Il la portait dans l'entrée des urgences. Les mains de Sophia tremblaient tandis qu'elle attrapait ses clés de voiture. Elle se disait qu'elle voulait seulement s'assurer qu'Emma recevait les soins appropriés, que n'importe quel citoyen inquiet ferait la même chose. Mais la vérité était plus simple, et bien plus effrayante. L'idée qu'Emma souffre lui était insupportable. Les lumières fluorescentes de l'hôpital jetaient une lueur crue et clinique sur tout. Sophia les trouva dans la section pédiatrique, Marcus faisait les 100 pas dans le couloir, tandis qu'Emma reposait sur un brancard à l'intérieur de la salle d'examen. Même à travers la vitre, Sophia voyait les joues rougies de fièvre de sa fille, et à quel point elle semblait minuscule sur ce lit d'hôpital taille adulte. Marcus se retourna, et se figea en la voyant s'approcher. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix portait 6 années de douleur et de confusion. Mais Sophia y décelait autre chose, de l'épuisement, de la peur pour sa fille, une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais connue. « J'ai entendu dire qu'elle était malade, » dit doucement Sophia. « Je voulais juste m'assurer qu'elle recevait les bons soins. » Depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux bons soins? Les mots furent plus durs que Marcus ne l'aurait voulu, mais le stress l'écrasait. Avant que Sophia ne puisse répondre, une petite voix faible s'éleva depuis la pièce. « Papa, c'est qui la jolie dame ?» L'instinct protecteur de Marcus se réveilla, mais quand il vit le visage fiévreux et curieux d'Emma, il comprit qu'elle avait besoin de réconfort, plus que de protection. « C'est une vieille amie, » dit Marcus prudemment, en s'écartant pour laisser Sophia approcher la porte. Les yeux d'Emma, bien que fatigués par la fièvre, étudièrent Sophia avec la même intensité qu'elle avait eue en regardant la photo. « T'es la dame sur la photo. Celle qui me ressemble. » La simple déclaration flotta dans l'air stérile comme une révélation. Marcus ferma les yeux, sachant qu'il n'y aurait plus de retour possible. Sophia s'approcha du lit, le cœur brisé par la vulnérabilité d'Emma,
branchée à des perfusions et des moniteurs. Bonjour Emma, je suis Sophia. Je suis une amie de ton papa. T'as de jolis yeux, dit Emma avec la franchise que seuls les enfants malades possèdent. Ils sont comme les miens. Papa dit que j'ai des yeux spéciaux. Tu as des yeux très spéciaux, murmura Sophia, retenant ses larmes. Les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Emma esquissa un petit sourire. T'es là pour t'assurer que je vais mieux? Cette question innocente brisa quelque chose en Sophia. Voici sa fille, malade et effrayée, et au lieu d'avoir le réconfort de sa mère, elle demandait à une étrangère de se soucier de sa guérison. Oui, répondit Sophia, la voix tremblante d'émotion. Je suis là pour que tu reçoives les meilleurs soins possibles. Marcus observa cette scène avec des sentiments partagés. Une partie de lui voulait protéger Emma contre une déception future. Mais en voyant la sincère inquiétude dans les yeux de Sophia, il se demanda si, peut-être, les gens pouvaient réellement changer. Le médecin arriva avec les résultats. Emma souffrait d'une forme sévère de grippe, qui nécessiterait une surveillance étroite. Pendant qu'ils discutaient du traitement, Sophia parla discrètement à l'administrateur de l'hôpital pour s'assurer qu'Emma soit transférée en chambre privée, peu importe la couverture de l'assurance. Emma s'endormit, tenant à la fois la main de son père, et, à la surprise de tous, celle de Sophia. Pour la première fois en 6 ans, ils étaient tous les trois réunis dans le même espace, liés par l'inquiétude pour la petite fille qui avait hérité des yeux de sa mère et du cœur généreux de son père. La guérison d'Emma prit 4 jours. Pendant ce temps, Sophia appelait l'hôpital toutes les quelques heures pour avoir des nouvelles. Marcus se retrouvait dans une position impossible, reconnaissant de la sollicitude sincère de Sophia, mais terrifié par les dommages émotionnels qu'elle pourrait causer si elle disparaissait à nouveau. Et le 3e jour, alors qu'Emma commençait enfin à aller mieux, Sophia fit une demande qui prit Marcus au dépourvu. « J'aimerais lui rendre visite, » dit Sophia doucement, pendant l'une de leurs conversations maladroites dans le couloir. « Juste pour voir comment elle va. Je te promets que je ne la bouleverserai pas. » Marcus observa le visage de Sophia, à la recherche d'un motif caché. Ce qu'il y vit, c'était une vulnérabilité brute, une femme qui voulait désespérément se reconnecter avec sa fille, mais qui avait terriblement peur de franchir une limite. « Visite supervisée seulement, » dit-il enfin. « Et si Emma se sent bouleversée ou confuse, tu pars immédiatement. » Sophia hocha vivement la tête. « Bien sûr. Ce que tu juges le mieux. » Le lendemain, Sophia arriva dans leur modeste appartement avec un livre pour enfants sur la biologie marine et une petite trousse pour des expériences scientifiques simples. Emma, encore pâle mais éveillée, s'anima aussitôt en voyant les illustrations colorées. « C'est des vrais poissons ?» demanda-t-elle, fascinée par les images des créatures des abysses. « Très vrai », répondit Sophia en s'asseyant délicatement au bord du lit d'Emma. « Celui-ci s'appelle un poisson-lanterne. Il vit si profondément dans l'océan qu'il fabrique sa propre lumière. » « Il fabrique de la lumière? Comme une lampe de poche ?» Sophia sourit, un vrai sourire, le premier que Marcus lui voyait depuis des années. « Mieux qu'une lampe de poche. Ça s'appelle la bioluminescence. Tu veux faire une expérience qui montre comment ça marche. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'excitation. « On peut, papa? S'il te plaît. » Marcus regarda Sophia et Emma mélanger du bicarbonate et du vinaigre dans une bouteille en plastique, créant un petit volcan pétillant qui fit rire Emma aux éclats. Mais ce qui le frappa le plus, c'était la patience de Sophia. Elle laissa Emma poser une infinité de questions, sans jamais montrer la moindre frustration. « Pourquoi le poisson a évolué pour faire de la lumière ?» demanda Emma, déjà bien au-delà de l'expérience en elle-même. « Eh bien, » dit Sophia en réfléchissant, « parfois, quand tu es dans un endroit sombre, tu dois apprendre à faire ta propre lumière, pour survivre. » Marcus se demanda si Sophia parlait vraiment des poissons. En rangeant les restes de l'expérience, la franchise naturelle d'Emma refit surface, arrêtant net les deux adultes. « Sophia, pourquoi t'es partie loin de mon papa ?» La question flottait dans l'air comme un défi. Marcus se raidit, prêt à intervenir, mais Sophia soutint le regard d'Emma avec une sincérité surprenante. « J'étais très jeune, et très effrayée quand tu es née, » dit-elle prudemment. Je pensais que je n'étais pas assez bien pour être ta maman. Alors j'ai fait une erreur, et je suis partie. Emma traita cette information avec la logique toute simple de ses 6 ans. Mais t'es revenue à l'hôpital quand j'étais malade, donc t'as plus peur maintenant, hein? Sophia jeta un coup d'œil à Marcus, puis revint à Emma. J'ai encore un peu peur, admit-elle. Mais, être courageuse, ça veut dire faire la bonne chose,
même quand on a peur. Mon papa dit ça aussi. Il dit que le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire ce qu'il faut même quand on a peur. La sagesse de ces mots innocents frappa Sophia comme un coup. Cet enfant extraordinaire avait compris des leçons de vie à 6 ans, que Sophia, à 34 ans, luttait encore à intégrer. Ton papa est très intelligent, dit Sophia, la voix chargée d'émotion. Emma scruta son visage avec l'intensité qu'elle tenait de sa mère. Tu vas rester cette fois? Ou tu vas encore avoir peur et partir? La brutalité honnête de la question laissa Sophia sans voix. Marcus fit un pas en avant, prêt à détourner la conversation, mais Sophia leva doucement la main. Je ne veux pas partir, dit-elle tout bas. Mais je comprends que tu ne me fasses pas encore confiance. Je dois mériter cette confiance. Emma hocha la tête sérieusement, comme si cela faisait parfaitement sens pour elle. Papa dit que la confiance, c'est comme des blocs de construction. Tu dois les poser un par un, et tu peux pas te dépêcher. Alors que Sophia se préparait à partir, Emma les surprit tous les deux en lui donnant une brève étreinte. Merci pour le livre sur les poissons. Et pour m'avoir appris à faire de la lumière dans les endroits sombres. En raccompagnant Sophia jusqu'à la porte, Marcus se sentait partagé. Voir Emma s'illuminer pendant leur interaction était magnifique, mais il ne pouvait pas oublier le vide immense que le départ de Sophia avait causé. Elle est incroyable, murmura Sophia, les larmes aux yeux. Marcus, tu as élevé une fille exceptionnelle. Nous avons tous les deux contribué à ce qu'elle est, répondit Marcus prudemment. La vraie question, c'est, es-tu prête à contribuer à ce qu'elle va devenir? Sophia le regarda avec une détermination qu'il n'avait pas vue depuis leur premier jour ensemble. Je veux essayer. Je sais que je ne mérite peut-être pas une seconde chance, mais je la demande quand même. Et Marcus resta là, à la regarder s'éloigner en voiture. Depuis sa chambre, Emma appela. Papa, je crois qu'elle apprend vraiment à être courageuse. Le photographe attendait depuis 3 jours, en face de l'immeuble modeste de Marcus, espérant le cliché parfait. Lorsque Sophia sortit du bâtiment, réajustant son manteau de créatrice et consultant son téléphone, l'appareil cliqueta frénétiquement. Le lendemain matin, les gros titres flamboyaient dans tous les tabloïds de la ville. La PDG millionnaire qui a abandonné sa fille veut maintenant la récupérer. L'héritage secret de Sterling Industries révélé. Marcus découvrit la frénésie médiatique lorsque Madame Patterson, du 3B, frappa à sa porte, un journal à la main et une expression inquiète sur le visage. Marcus, mon chéri, c'est à propos d'Emma? La photo montrait Sophia quittant leur immeuble, sous un titre cruel, spéculant sur une opération de contrôle d'image et une parentalité opportuniste. Le sang de Marcus se glaça. Il imagina Emma tombant sur ça. Chez Sterling Industries, l'assistante de Sophia bourdonnait frénétiquement à l'interphone. Mademoiselle Sterling, votre téléphone n'arrête pas de sonner. Tous les médias veulent une déclaration sur votre fille. Avant que Sophia ne puisse répondre, Alexander Reeves fit irruption dans son bureau, le visage rouge de colère. Une fille, Sophia? Une fille de 6 ans? Tu n'en as jamais parlé? Alexander, je peux expliquer. 6 ans de relation. 8 mois de fiançailles. Et tu n'as jamais jugé bon de me dire que tu avais un enfant? Sa voix était basse, dangereusement calme. Sophia s'effondra dans son fauteuil. Je pensais que cette partie de ma vie était enterrée, je croyais qu'Emma serait mieux sans moi. La colère d'Alexander céda la place à une réflexion stratégique. En réalité, ça peut nous servir. L'image d'une PDG à succès qui se reconnecte avec sa famille. Ça peut attendrir les investisseurs. On peut en faire une histoire de rédemption. Sophia le fixa, horrifiée. Tu veux utiliser ma fille pour une campagne de relations publiques? Je veux sauver ta réputation avant que le conseil d'administration ne perde confiance en ta direction. Dehors, dit-elle d'une voix calme. Sophia, sois raisonnable. Dehors. Cria-t-elle, sa maîtrise enfin brisée. Pendant ce temps, Emma rentrait de l'école confuse et effrayée. Les enfants avaient chuchoté et pointé du doigt toute la journée. Maintenant, des inconnus avec des caméras attendaient devant leur immeuble. Papa, pourquoi ces gens prennent des photos de moi? Demanda-t-elle, serrant la main de Marcus. Il la prit dans ses bras, lui cachant le visage. Ce sont juste des gens mal informés, princesse. Ne t'en fais pas. Mais Emma n'était pas dupe. C'est à cause de Sophia? Est-ce qu'on a des problèmes? Cette nuit-là,
tandis que Marcus regardait Emma dormir agitément, torturé par des cauchemars de flash et de visages inconnus, il se demanda s'il n'avait pas fait une terrible erreur en laissant Sophia revenir dans leur vie. Le téléphone sonnait sans cesse. Les voisins chuchotaient dans les couloirs. La maîtresse d'Emma avait appelé, inquiète des perturbations en classe. Tout ce qu'ils avaient construit, leur vie paisible, leur bulle de calme s'écroulait, parce qu'il avait eu la naïveté de croire que les gens pouvaient changer. Un autre flash traversa la fenêtre de leur chambre. Marcus prit une décision. Le lendemain, il dirait à Sophia de ne plus jamais revenir. La tranquillité d'Emma valait plus que toute tentative de rédemption. Mais il ne savait pas que, de l'autre côté de la ville, Sophia prenait elle aussi une décision qui choquerait tous ceux qui croyaient la connaître. Le lendemain matin, Sophia était dans son bureau, contemplant le contrat le plus important de sa carrière, une fusion avec Blackstone International qui triplerait la valeur de Sterling Industries. La signature était prévue exactement au même moment que la présentation scolaire d'Emma sur les animaux marins. Le choix devrait être évident, murmura-t-elle pour elle-même. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone. Annulez la réunion avec Blackstone, dit-elle à son assistante. Madame, c'est un contrat à 2 milliards de dollars. Annulé. Reprogrammé pour demain. 1 heure plus tard, Sophia se glissa au fond de l'auditorium de l'école élémentaire d'Emma, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais assisté à une seule activité scolaire. Elle n'avait jamais vu sa fille se tenir devant une classe, parler, briller. Mais aujourd'hui, elle était là. Emma dans son environnement scolaire. Emma se tenait fièrement au pupitre, vêtue d'une robe bleue, tenant des panneaux couverts de dessins colorés de créatures marines. Le poisson-lanterne vit dans les parties les plus profondes et les plus sombres de l'océan, commença-t-elle, sa voix claire et assurée. Mais au lieu d'avoir peur du noir, il a appris à faire sa propre lumière. Sophia retint son souffle. Emma faisait référence à leur conversation sur la bioluminescence, intégrant avec brio ce qu'elle avait appris dans sa présentation, avec la spontanéité brillante qu'elle avait manifestement héritée de sa mère. Marcus, assis au premier rang, rayonnait de fierté tandis qu'Emma expliquait des concepts complexes avec la simplicité naturelle d'une fillette de 6 ans. Certains poissons nagent en banc parce qu'ils sont plus forts ensemble que seuls. Mais le poisson-lanterne a appris à être indépendant, et à survivre quand même. Quand Emma eut terminé, l'auditorium éclata en applaudissements. Marcus se leva d'un bond, applaudissant avec enthousiasme, son amour débordant dans chaque geste. Emma fit une petite révérence, puis balaya la salle du regard. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophia, au fond de la salle. Son visage s'illumina de surprise et de joie. « Tu es venu » s'exclama-t-elle, oubliant momentanément la foule. « Tu es venu me voir » Tous les regards se tournèrent alors vers Sophia, mais elle ne voyait que le sourire éclatant de sa fille. À cet instant, tous les contrats du monde semblaient insignifiants, face à la joie pure qui brillait dans les yeux d'Emma. Ce soir-là, Alexander confronta Sophia lors d'un dîner privé. « Tu as manqué la réunion la plus importante de l'année, pour une pièce d'école ?» Une présentation, corrigea-t-elle doucement. Elle présentait ses recherches sur la biologie marine. Elle a 6 ans, Sophia. Tu sacrifies une vraie carrière pour un enfant qui ne te connaît presque pas. Pour la première fois dans leur relation, Sophia le regarda avec un profond dégoût. Cet enfant est ma fille. Elle est plus réelle que n'importe quel contrat. Le visage d'Alexander se durcit. Cette obsession à vouloir jouer les mères va détruire tout ce que tu as construit. Peut-être que ce que j'ai construit ne vaut pas la peine d'être gardé si cela signifie rater des moments comme celui d'aujourd'hui. Cette nuit-là, Sophia appela la docteure Elizabeth Warren, une thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes à haute performance. Ce fut la première fois qu'elle demanda de l'aide, sur quelque chose de personnel. J'ai fui ma fille parce que j'avais peur de lui faire du mal, avoua Sophia lors de leur première séance. Mais aujourd'hui, en la regardant présenter, j'ai compris que je l'ai déjà blessée, par mon absence. La docteure Warren se pencha vers elle. Qu'est-ce qui vous effrayait le plus dans la maternité? Ne pas être en contrôle, répondit Sophia. Dans les affaires, je peux tout planifier. Mais avec Emma, et si je l'aimais, et que ça ne suffisait pas? Alors vous avez choisi de ne pas essayer du tout. La voix de Sophia se brisa. J'ai préféré fuir plutôt que de risquer de l'abîmer avec mon incompétence. Mais je l'ai blessée quand même. La révélation frappa comme l'éclair. Elle avait utilisé sa carrière pour fuir la vulnérabilité qu'exige l'amour réel.
Emma avait appris à créer sa propre lumière dans l'obscurité. Désormais, Sophia devait apprendre à faire de même. Alexander Reeves n'était pas un homme qui perdait facilement le contrôle, surtout pas à cause d'une enfant de 6 ans qu'il n'avait jamais rencontrée. Voyant les priorités de Sophia glisser des salles de réunion vers les salles de classe, il sentit une colère froide monter. S'il ne pouvait pas manipuler ses émotions, il tenterait par la pression financière. Il engagea Victor Andry, un détective privé aux mœurs flexibles. « Trouvez quelque chose qui rende Marcus Thompson inapte à être père », ordonna-t-il. Drogue. Casier judiciaire. Dette. Peu importe. Mais l'enquête revint vierge. Alors Alexander changea de tactique. Il envoya David Cromwell, son avocat, directement chez Marcus avec une offre déguisée en prévenance. David, assis dans le petit salon étroit, ajusta son costume hors de prix. « Monsieur Thompson, mon client comprend vos difficultés financières et souhaite faciliter une transition harmonieuse. »« Quel genre de transition ?» demanda Marcus en plissant les yeux. « Mademoiselle Sterling a les moyens d'offrir à Emma des opportunités que vous ne pourrez jamais lui offrir, école privée, meilleures universités, voyages, culture. Vous voulez le meilleur pour votre fille, n'est-ce pas ?» Il ouvrit sa mallette. Des liasses de billets de $100 bien rangés. 200 000 $, annonça Cromwell calmement. De quoi régler vos dettes, repartir à zéro, et vous assurer un droit de visite confortable. Marcus fixa l'argent, puis le regard satisfait de l'avocat. Son chômage avait vidé leurs économies, et Emma méritait mieux que des vêtements d'occasion et des céréales sans marque. Pendant un instant, il y pensa sérieusement. Puis il se rappela le rire d'Emma, leurs histoires du soir, leurs pancakes du samedi matin, des moments qu'on ne peut pas acheter. Dehors, dit Marcus d'une voix calme. Monsieur Thompson, soyez raisonnable. C'est une offre généreuse. Dehors. Rugit Marcus en pointant la porte. Et dites à votre client que ma fille n'est pas à vendre. Pendant ce temps, Sophia se trouvait dans son bureau lorsque sa secrétaire lui annonça un appel urgent de son chef de la sécurité. Madame, nous avons découvert des enquêtes non autorisées sur votre vie privée, commanditées par Monsieur Reeves. Le sang de Sophia se glaça. Elle parcourut les rapports, l'historique d'emploi de Marcus, les dossiers scolaires d'Emma, même des informations médicales confidentielles. Furieuse, elle fit irruption dans le bureau d'Alexander sans frapper. « Comment oses-tu enquêter sur ma famille ?» Alexander ne leva même pas les yeux de son ordinateur. « Je protège tes intérêts, chérie. Si tu tiens à jouer à la maman, je dois m'assurer que l'homme qui élève ton enfant est fiable. Tu as essayé de soudoyer Marcus. Je lui ai offert une aide financière, pour le bien d'Emma. » La voix de Sophia devint glaciale. « Tu essaies d'acheter ma fille. » Alexander leva enfin les yeux, son masque de courtoisie se fissurant. « Ta fille est un handicap, Sophia. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. » Ce soir-là, lors du gala annuel de charité du Metropolitan Museum, Sophia se tint devant 200 des personnalités les plus influentes de la ville et annonça calmement. « Je mets fin à mes fiançailles avec Alexander Reeves, avec effet immédiat. » La salle explosa en murmures choqués. Le visage d'Alexander devint d'abord blanc, puis rouge de colère. « Tu vas le regretter, Sophia, siffla-t-il alors qu'elle s'éloignait. La vengeance d'Alexander fut rapide. Dès le lendemain, les tabloïds débordaient de détails sordides. La dépression postpartum de Sophia. Ses médicaments pour l'anxiété. Son passé de relations instables. Emma vit les titres chez son amie Sarah, lors d'une après-midi de jeu. « Pourquoi ils disent des choses méchantes sur Sophie à la télé ?» demanda-t-elle à la maman de Sarah, sa petite voix pleine d'incompréhension et de peine. Quand Marcus la récupéra, Emma était inhabituellement silencieuse. « Papa, est-ce que les gens à la télé ont raison? Est-ce que Sophia est malade dans sa tête ?» Marcus s'agenouilla et la prit doucement dans ses bras. « Parfois, les gens disent des choses cruelles quand ils sont en colère, ma princesse. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. » Mais en voyant les larmes dans les yeux de sa fille, Marcus se demanda s'il n'avait pas commis une erreur en laissant Sophia revenir dans leur vie. 3 jours plus tard, le jet privé des Sterling atterrit à JFK. Richard et Eleanor Sterling avaient écourté leurs vacances à Paris pour régler ce qu'ils appelaient la honte publique de Sophia. Eleanor Sterling, 72 ans, aussi glaciale que le marbre, pénétra dans l'appartement de Sophia vêtue de Chanel et de mépris. Richard, 75 ans, regardait l'espace modeste avec un air de dédain manifeste.
C'est ici que tu conduis ton expérience maternelle, demanda Eleanor d'un ton saturé de condescendance. Sophia redressa le dos. Maman, je vous ai demandé de ne pas venir. Baliverne, répondit-elle. Ton père et moi ne te laisserons pas ruiner ce que nous avons construit, pour une erreur de jeunesse. Le regard d'Eleanor se posa sur les photos de famille encadrées. Où est l'enfant? Emma est à l'école. Et ce n'est pas une erreur. C'est ma fille. La voix de Richard coupa la tension comme une lame. Sophia, tu compromets le nom d'Esterling. Le conseil d'administration remet en question ton jugement. Si tu continues cette mascarade maternelle, je n'aurai d'autre choix que de te destituer. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Tu as bâti un empire, Sophia. Un enfant ne peut pas être autorisé à le détruire. Eleanor prit une photo d'Emma et Marcus au parc, la regardant comme si c'était une tache sur un tapis persan. Son expression figée dans le dégoût, Eleanor Sterling regarda la photo. Cet enfant a l'air quelconque. Et son père semble être un simple ouvrier. Les mains de Sophia se crispèrent. Cet enfant quelconque est votre petite fille. Et cet homme ouvrier a été un père exceptionnel. Ne sois pas ridicule, trancha Eleanor. Tu as prouvé il y a 6 ans que tu n'étais pas faite pour être mère. Pourquoi torturer cet enfant en prétendant le contraire? Les mots cruels atteignirent leur cible, mais Sophia ne recula pas. J'étais jeune et terrifiée. Mais les gens peuvent changer. Vraiment? Ricana Eleanor. Tu as abandonné ton propre nourrisson. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne recommenceras pas quand la nouveauté aura disparu? À l'étage, Emma venait de rentrer de l'école. Sa petite clé tourna discrètement dans la serrure. Elle gravit les marches en silence, attirée par les voix qui montaient, des voix qui prononçaient son prénom. C'est ma fille, pas une erreur. La voix de Sophia résonna clairement jusqu'en haut de l'escalier. Ta fille? Le rire d'Eleanor sonna comme du verre brisé. Tu l'as portée 9 mois et tu es parti après 4. Marcus Thompson est son parent. Tu n'es qu'une étrangère fortunée qui cherche à soulager sa conscience. Emma serra la rampe, les larmes coulant sur ses joues. Les mots sur sa famille, sur elle, étaient des coups de poignard. Mets fin à cette absurdité, trancha Richard d'une voix tranchante. Choisis la compagnie ou ce fantasme de maternité. Tu ne peux pas avoir les deux. Alors je choisis Emma. La déclaration résonna dans tout l'appartement, comme une cloche dans le silence. Le cœur d'Emma se gonfla d'émotion. Même si la voix d'Eleanor devenait venimeuse. Tu regretteras ce choix quand cet enfant te décevra. Les enfants de foyer brisés le font toujours. Emma n'en pouvait plus. Elle détala hors de l'appartement, en sanglots, et courut jusqu'au coin de la rue, là où Marcus l'attendait. Princesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Marcus la prit dans ses bras alors qu'elle s'effondrait contre lui. Ma grand-mère me déteste, sanglota-t-elle. Elle a dit que je vais décevoir tout le monde. Elle a dit que Sophia allait repartir, parce que je ne suis pas assez bien. Le cœur de Marcus se brisa. Quelle que soit la tension entre adultes, Emma ne méritait pas de porter ce fardeau émotionnel. Écoute-moi bien, Emma, dit Marcus en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. Tu es parfaite. Exactement comme tu es. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit de te faire sentir le contraire. Alors qu'il l'emportait loin de l'appartement, Marcus fit un vœu silencieux. Il protégerait sa fille des dynamiques toxiques de la famille Sterling. Même si cela signifiait écarter Sophia de leur vie, définitivement. Le lendemain matin, la salle de conférence de Sterling Industries avait des airs de champ de bataille. 8 visages fermés entouraient la grande table en acajou, menée par Harold Blackwood, le plus ancien membre du conseil. Sophia, commença-t-il sans détour. Vos récentes décisions personnelles soulèvent des inquiétudes quant à votre stabilité émotionnelle. La couverture médiatique. Les fiançailles rompues. Cette obsession soudaine de la maternité, cela nuit à l'image de la direction. Sophia se tenait droite, impassible, malgré le tumulte de sa vie privée. Harold, ma vie personnelle n'affecte pas ma capacité à diriger cette entreprise. Vraiment? Vous avez manqué la fusion avec Blackstone pour un exposé scolaire. Vous avez humilié publiquement Alexander Reeves, compromettant nos liens avec Reeves Financial. La conseillère Patricia Wells intervint. Peut-être une mise en congé temporaire, le temps de régler ses affaires familiales? Le sourire de Sophia était aussi tranchant qu'une lame.
J'ai une meilleure proposition, dit-elle en glissant des documents sur la table. Harold. Patricia. James Morrison. Vous êtes licencié. Avec effet immédiat. Vos visions dépassées du travail et de la famille n'ont plus leur place dans une entreprise moderne. La salle explosa en protestation. Vous ne pouvez pas faire ça. Les actionnaires ne l'accepteront jamais. En réalité, ils le feront, répondit calmement Sophia. J'ai sécurisé la majorité des actions pour une restructuration complète. Nouveau principe de leadership. Horaire flexible. Politique familiale. Ceux qui ne peuvent s'adapter à l'évolution sont libres d'aller chercher un emploi ailleurs. Sophia tomba à genoux sur le sol froid en marbre du hall de Sterling Industries, entourant Emma de ses bras comme pour les ancrer toutes les deux. Oh, ma chérie, non, 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 murmura Sophia en berçant doucement sa fille. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Le petit corps d'Emma tremblait dans ses bras, trempé de larmes, de sueur et de peur. Mais tu as dit? Sanglota-t-elle, tu as dit que tu partais. Sophia lui prit le visage entre les mains. Je ne le pensais pas. J'avais encore peur et j'ai oublié un instant ce qui compte vraiment. Mais cette fois, je ne partirai pas. Jamais. Marcus arriva quelques instants plus tard, essoufflé, sa chemise mouillée par la course. Il se figea en les voyant, mère et fille enlacées désespérément sous la canopée d'acier et de verre de Sterling Industries, là où le pouvoir avait autrefois signifié froideur et distance, mais qui ressemblait maintenant à une mère sur le sol, en pleurs à côté de sa fille. Papa, murmura Emma en levant les yeux vers lui, on peut rentrer à la maison. Marcus s'agenouilla près d'elle, repoussant une mèche des cheveux d'Emma. Il ne dit rien. Il hocha juste la tête, les serrant toutes les deux dans une étreinte qui enveloppait des années de douleur et d'espoir en un seul souffle silencieux. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma se soit endormie entre eux sur le canapé, tenant toujours son livre de biologie marine, Sophia regarda Marcus. J'ai appelé Londres, dit-elle doucement. Je leur ai dit non. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. J'en ai fini de fuir. Si Emma est assez courageuse pour me pardonner, alors je peux être assez courageuse pour rester. Marcus hocha la tête. Elle n'a pas besoin de perfection. Elle a juste besoin de constance. Alors c'est ce que je serai, dit Sophia. Même si ça prend des années, je reconstruirai sa confiance. Bloc par bloc. Ils restèrent en silence, regardant leur fille dormir, sa poitrine montant et descendant avec la paix tranquille qui était revenue. Dehors, la frénésie des médias continuerait. Les salles de conseil bruiraient de ragots. Le nom Sterling ne serait peut-être jamais dissocié de son passé. Mais dans ce petit appartement, quelque chose de réel avait commencé à guérir. Pas avec les gros titres. Pas avec le pouvoir ou l'argent. Mais avec l'amour. Sans excuse. Imparfait. Incassable. Sophia serrait sa fille contre elle, toutes deux en larmes dans le couloir vide. Oh ma chérie, tu es déjà parfaite, tu as toujours été parfaite. Alors pourquoi tout le monde dit-il que tu ne veux pas de moi? Parce qu'ils ne comprennent pas, murmura Sophia, comprenant enfin la vérité qui lui avait échappé pendant 6 ans. Ils ne comprennent pas que parfois, les gens doivent apprendre à s'aimer eux-mêmes avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre correctement. Mais moi, j'apprends maintenant, Emma. J'apprends grâce à toi. Marcus les trouva là, 1 heure plus tard, toujours enlacés, et réalisa que leur vie n'était plus des histoires séparées, mais liées de manière irréversible, non seulement par l'ADN, mais par l'amour, la douleur et la possibilité de guérir ensemble. Les papiers du transfert à Londres restèrent non signés, posés sur la table de la cuisine de Sophia, comme une porte qui ne s'ouvrirait jamais. 3 mois après avoir retrouvé Emma en pleurs devant son bureau, Sophia Sterling prit la décision la plus radicale de sa vie. Elle se présenta devant le conseil d'administration de Sterling Industries avec des documents qui allaient choquer Wall Street. Je vends ma participation majoritaire au groupe Goldwater Investment, annonça-t-elle calmement, avec effet immédiat. Je conserverai 20% des parts et ne serai plus que consultante principale. Harold Blackwood, récemment réintégré après la pression des actionnaires, étouffa presque un rire en avalant son café. Sophia, tu renonces à un empire de 2 milliards de dollars. Je marche vers quelque chose de plus précieux, répondit-elle, pensant au visage d'Emma, strié de larmes, cette horrible nuit. Ma fille a besoin d'une mère présente, pas d'une PDG qui joue parfois à la maman. En moins de 2 semaines,
Sofia avait quitté son Penthouse pour emménager dans un modeste appartement de 2 chambres, à seulement 4 pâtés de maison de Marcus et Emma. La transition du luxe à la simplicité aurait dû être brutale, mais au contraire, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Apprendre à être une mère impliquée s'avéra plus difficile que de diriger une entreprise. La première fois que Sofia essaya de préparer le déjeuner d'Emma, elle brûla le croque-monsieur et oublia de mettre une boisson. « Papa met toujours un petit mot dans ma boîte à lunch », mentionna doucement Emma, observant Sofia maladroitement emballer le sandwich. « Quel genre de mot ? Juste des choses gentilles comme « passe une merveilleuse journée, princesse ». Ou « tu es plus courageuse que tu ne le crois ». Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. De si simples gestes, et pourtant ils représentaient les actes d'amour quotidiens qu'elle avait manqués pendant 6 ans. « Veux-tu que je t'écrive aussi des petits mots ?» Emma acquiesça avec enthousiasme. « Pourrais-tu les écrire en différentes couleurs ? Papa utilise le bleu, mais peut-être que toi, tu pourrais utiliser le violet. » À partir de ce jour, des petits mots violets commencèrent à apparaître dans la boîte à lunch d'Emma. « Tu rends le soleil plus brillant et être ta maman est le plus beau métier du monde. » Marcus observait ces échanges avec un optimisme prudent. Quand Sofia lui demanda de lui apprendre à tresser les cheveux d'Emma, il vit un engagement sincère remplacer un simple jeu de rôle maternel. « Elle doit rester très immobile, » expliqua Marcus en montrant la technique sur les boucles soyeuses d'Emma, et il faut être patient, ça demande de la pratique. Les premières tentatives de Sofia furent désastreuses, avec des bosses inégales qui faisaient rire Emma, mais elle persista, s'exerçant sur une poupée jusqu'à ce que ses doigts apprennent le rythme. Le matin où Emma alla à l'école avec sa première coiffure tressée par Sofia, la petite fille rayonnait de fierté. « Regarde Madame Patterson, ma maman a appris à tresser. » Le mot « maman » stoppa le cœur de Sofia. Il était apparu naturellement, sans fanfare ni déclaration officielle, juste l'acceptation d'Emma de leur relation qui évoluait. Peu à peu, de nouvelles traditions familiales émergèrent. Les samedis matins devinrent des journées scientifiques où Sofia et Emma faisaient des expériences dans la cuisine. Les dimanches après-midi étaient réservés au bénévolat dans un refuge pour animaux, où la compassion d'Emma envers les animaux blessés remplissait Sofia d'une fierté maternelle. Marcus garda des limites claires tout en soutenant leur lien grandissant. « Je suis le parent principal d'Emma, dit-il directement à Sofia, mais je suis reconnaissant qu'elle t'ait aussi. »« Je comprends, » répondit Sofia, « je n'essaie pas de te remplacer Marcus, j'essaie de devenir la mère que j'aurais dû être dès le début. » La guérison ne fut pas linéaire. Emma faisait encore des cauchemars liés à l'abandon, et Sofia peinait à retrouver des instincts maternels qu'elle sentait rouillés et incertains. Mais elles apprenaient ensemble, construisant la confiance, un petit mot violet et une tresse à la fois. Lorsque la maîtresse d'Emma appela pour parler de son comportement amélioré en classe, citant une confiance en soi et un bonheur accru, les 2 parents ressentirent une poussée de fierté partagée. « Elle s'épanouit », observa Madame Patterson. Le fait d'avoir les 2 parents activement impliqués avait fait une telle différence. Ce soir-là, alors que Sofia aidait Emma avec ses devoirs pendant que Marcus préparait le dîner, elle s'émerveillait de voir à quel point la normalité domestique semblait plus épanouissante que n'importe quelle victoire en salle de conseil. « Maman, » dit Emma en relevant les yeux de ses problèmes de mathématiques, « es-tu heureuse d'être revenue ?» Sofia posa son crayon et prit Emma sur ses genoux. « Revenir vers toi est la meilleure décision que j'ai jamais prise, ma chérie. » Par la porte de la cuisine, Marcus sourit malgré lui. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés de leur passé. 1 an plus tard, la transformation était remarquable. La routine matinale de Sofia commençait maintenant à 6h30, non pas avec des rapports de marché, mais avec la tresse des cheveux d'Emma et la préparation des déjeuners, avec des petits mots violets glissés à l'intérieur. Son emploi de consultante à temps partiel lui permettait de venir chercher Emma à l'école 3 jours par semaine, un privilège qu'elle n'a jamais pris pour acquis. « Maman, tu peux m'aider avec mon projet de science ?» demanda Emma un jeudi après-midi, son sac à dos répandant des feuilles sur la modeste table de la cuisine de Sofia. « Nous étudions les écosystèmes et je veux construire un terrarium. » Le cœur de Sofia battait encore plus fort à chaque fois qu'Emma l'appelait maman avec une telle facilité naturelle. « Bien sûr, ma chérie. On demande aussi de l'aide à ton papa ? » « Il vient dîner de toute façon, » répondit Emma d'un ton posé, comme si leur arrangement parental non conventionnel était la chose la plus normale du monde. Marcus avait effectivement accepté l'invitation de Sofia pour leur dîner familial hebdomadaire, une tradition qui avait évolué naturellement à mesure qu'ils apprenaient à naviguer dans leur nouvelle dynamique. Il arriva,
portant des courses et arborant le sourire détendu qui avait remplacé ses rides constantes d'inquiétude. « Comment va ma brillante scientifique aujourd'hui » demanda-t-il en embrassant le front d'Emma, puis en acquiesçant respectueusement à Sophia. Leur relation s'était installée dans quelque chose que Marcus n'aurait jamais pu imaginer, une véritable amitié bâtie sur le respect mutuel et l'amour partagé pour Emma. Ils n'étaient pas romantiques, ne le seraient jamais à nouveau, mais étaient devenus des partenaires efficaces pour élever leur fille. En fait, dit Marcus en déposant les courses, j'ai une nouvelle, j'ai obtenu un emploi à temps plein chez Henderson et Associés, avec de bons avantages, assez pour commencer un fonds pour les études d'Emma. Sophia rayonnait de bonheur sincère. Marcus, c'est merveilleux, tu le mérites. Cette stabilité financière signifiait qu'il pouvait enfin accepter l'aide de Sophia pour l'éducation d'Emma sans se sentir redevable. Emma était désormais inscrite à des programmes avancés, prenait des cours de violon et excellait académiquement. Mais plus important encore, elle était émotionnellement sécurisée, entourée d'adultes qui mettaient son bien-être au-dessus de leurs propres égos. Il y a autre chose, poursuivit Marcus, ses joues légèrement roses, je fréquente quelqu'un, Sarah Patterson, la maîtresse d'Emma. Emma releva la tête en préparant son terrarium, un large sourire aux lèvres. Je sais que mademoiselle Patterson fait sourire papa d'une drôle de façon. Emma, rit Marcus, gêné. Sophia ressentit un moment d'émotion inattendue, pas de la jalousie, mais quelque chose de plus complexe, le bonheur pour Marcus teinté d'une reconnaissance douce amère qu'il n'aurait jamais cette chance. Sarah est merveilleuse, dit Sophia sincèrement, Emma l'adore et elle te rend clairement heureux. Je trouve que c'est parfait. Marcus scruta le visage de Sophia, cherchant une rancune ou une douleur cachée, mais ce qu'il vit fut une satisfaction maternelle sincère, une femme qui voulait le meilleur pour le père de sa fille parce que cela signifiait le meilleur pour leur enfant. Au dîner, ils discutèrent de la présentation scolaire prochaine d'Emma sur la conservation marine. Emma avait choisi de se concentrer sur la régénération des récifs coralliens endommagés sous les bonnes conditions, une métaphore qui ne passa pas inaperçue aux adultes autour de la table. Parfois, les choses qui semblent brisées à jamais peuvent repousser plus fortes. Emma expliqua sérieusement, s'ils ont le bon environnement et assez de temps. Après le départ de Marcus, Sophia aida Emma à se préparer pour le coucher, un rituel qu'elle chérissait. En lui bordant les couvertures autour d'elle, Emma leva les yeux avec ses yeux expressifs qui reflétaient les siens. « Maman, est-ce que tu te sens seule sans petit ami comme papa en a ?» La question innocente prit Sophia au dépourvu. « Je tais-toi, ma chérie, et ton papa, c'est toute la famille dont j'ai besoin pour le moment. Mais que se passera-t-il si un jour tu veux quelqu'un de spécial comme papa à mademoiselle Patterson ?» Sophia caressa doucement les cheveux d'Emma. « Si ça arrive un jour, il faudra qu'il comprenne que tu passes toujours en premier. » Emma hocha la tête solennellement. « C'est bien parce que j'aime notre famille telle qu'elle est maintenant. Ce n'est pas comme les autres familles, mais ça marche pour nous. » Quand Sophia éteignit la lumière, elle s'émerveilla de la sagesse d'Emma. Leur famille était peu conventionnelle, un père célibataire, une mère autrefois workaholique réformée, et bientôt une enseignante qui s'était intégrée naturellement dans leur système de soutien. Mais ça fonctionnait parce que tous privilégiaient le bonheur et la sécurité d'Emma. En repensant à la femme qu'elle était il y a seulement 18 mois, Sophia avait du mal à se reconnaître. Cette femme-là mesurait le succès au cours des actions et aux réunions du conseil. Cette femme-ci mesurait le succès aux présentations scolaires, aux larmes séchées et aux histoires du soir lues. Le monde de l'entreprise lui avait appris à acquérir et contrôler, la maternité lui apprenait à nourrir et lâcher prise. Les deux étaient des compétences nécessaires, mais une seule remplissait les espaces creux dans son cœur. Alors qu'elle s'installait dans son propre lit dans le petit appartement qu'elle avait choisi plutôt qu'un Penthouse, Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans ses résidences luxueuses, une complète satisfaction. Demain apporterait une nouvelle chance d'être la mère qu'Emma méritait, et cela valait plus que tous les profits de Sterling Industries réunis. 2 ans plus tard, l'auditorium de l'école élémentaire Washington bourdonnait d'anticipation alors que les élèves de 3e année se préparaient à lire leurs essais sur les secondes chances. Emma Thompson Sterling, maintenant âgée de 9 ans, avec les yeux intelligents de sa mère et le sourire chaleureux de son père, se tenait confiante au podium, vêtue d'une robe violette. Le violet était devenu leur couleur spéciale. Marcus était assis au premier rang à côté de Sarah, qui était devenue non seulement sa femme depuis 6 mois, mais aussi la belle-mère adorée d'Emma. Sophia occupait le siège à côté d'eux, ses vêtements de créateur remplacés par une tenue confortable de mère qui privilégiait la présence à la présentation. Les 3 adultes avaient appris à fonctionner comme un système de soutien uni, leurs conflits passés dissipés par la dévotion partagée au bien-être d'Emma.
Mon essai s'appelle Le poisson qui a appris à rentrer chez lui, commença Emma, sa voix claire et assurée. Il y a 2 ans, j'ai appris l'existence des poissons lanternes qui fabriquent leur propre lumière dans les endroits sombres, mais aujourd'hui je veux vous parler d'un autre type de poisson, un poisson qui a eu peur et a nagé loin, mais qui a appris à être assez courageux pour revenir. Le souffle de Sophia se bloqua. Elle n'avait pas su qu'Emma écrirait leur histoire. Il était une fois une maman poisson qui avait peur de ne pas être assez bonne pour s'occuper de son bébé poisson, alors elle nagea vers des eaux profondes et sombres où elle pensait appartenir. Le bébé poisson a grandi avec son papa poisson, qui était le meilleur papa de tout l'océan. Il lui a appris à être gentille, intelligente et courageuse. Marcus essuya ses yeux, se rappelant ses premières années de monoparentalité, les nuits blanches et les jours inquiets où il se demandait si l'amour seul suffirait. Mais la maman poisson était très triste dans l'eau sombre. Elle est devenue prospère et importante, mais elle n'a jamais cessé de penser à son bébé. Un jour, elle vit son bébé poisson jouer dans les eaux peu profondes et comprit quelque chose d'important, elle avait fabriqué sa propre lumière depuis le début, tout comme le poisson lanterne, elle devait juste être assez courageuse pour l'utiliser. Emma fit une pause, regardant Sophia directement. La maman poisson est revenue, mais elle avait peur que le bébé poisson ne veuille pas d'elle, et le bébé poisson avait aussi peur parce qu'avoir été abandonné une fois faisait très mal. Mais ils ont appris quelque chose ensemble. L'amour ce n'est pas seulement ne jamais avoir peur. L'amour c'est choisir de rester même quand on a peur. L'auditorium était complètement silencieux. Chaque parent absorbé par la sagesse profonde de cette fillette de 9 ans. Maintenant, le bébé poisson a 2 parents qui l'aiment chacun à leur façon. Et une belle maman. La maman poisson a appris que devenir parent, ce n'est pas être parfait. C'est se présenter chaque jour et faire de son mieux. Et le bébé poisson a appris que les familles peuvent être brisées, puis réparées. Et parfois elles sont même plus fortes dans leurs blessures. La voix d'Emma s'éleva avec assurance en arrivant à sa conclusion. Ma maman m'a appris que les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. Mon papa m'a appris que l'amour ne renonce jamais. Et ma belle-maman m'a appris que les familles peuvent s'agrandir sans perdre une seule once d'amour. Les secondes chances ne sont pas seulement pour pardonner aux autres. C'est aussi pour se pardonner soi-même. Et avoir le courage d'essayer encore. Les applaudissements furent tonitruants. Mais Emma n'avait Dieu que pour ses 3 parents. Tous en larmes au premier rang. En descendant du podium, elle se précipita dans les bras de Sophia. Merci d'être revenue, maman, chuchota Emma. Merci d'avoir appris à être courageuse, merci de m'avoir appris comment faire, répondit Sophia en serrant sa fille contre elle. Après la cérémonie, les 4 se rendirent au Riverside Park. Le même parc où leur voyage avait commencé 3 ans plus tôt. Emma courut vers les balançoires. Ses longs cheveux flottant derrière elle comme une eau sombre. Marcus poussait Emma sur la balançoire. Tandis que Sarah et Sophia étaient assises sur un banc voisin, observant la scène. Elle ressemblait presque à celle de ce jour fatidique. Mais tout avait changé. Là où autrefois il y avait peur et abandon. Il y avait maintenant sécurité et amour. Plus haut, papa, plus haut, cria Emma. Comme il y a des années. Accroche-toi bien, princesse, répondit Marcus. Les mêmes mots mais prononcés maintenant avec joie. Et non plus avec un désespoir caché. Sophia regarda sa fille s'élancer dans les airs. Sans peur et heureuse, entourée de gens qui ne la laisseraient jamais tomber. La PDG à succès qui avait autrefois mesuré sa valeur. En profit trimestriel la mesurait désormais. En présentation scolaire suivie, histoire du soir racontée. Et notes violettes glissées dans les boîtes à lunch. Es-tu heureuse ? Demanda Sarah doucement en suivant le regard de Sophia. Complètement, répondit Sophia sans hésitation. J'ai passé des années à penser que le succès, c'était de grimper toujours plus haut. Mais en réalité, c'est apprendre à atterrir en toute sécurité quand on tombe. Emma sauta de la balançoire, courut vers eux, essoufflée et rayonnante. Maman! Papa! Sarah! Ils se serrèrent tous dans un groupe, entourant Emma. Cette petite fille qui leur avait tous appris le pardon, les secondes chances. Et les différentes formes que peut prendre l'amour. Sous la lumière dorée de l'après-midi, ils ressemblaient à n'importe quelle famille profitant d'une journée au parc. Mais ils étaient bien plus que cela. Ils étaient la preuve que les choses brisées peuvent guérir. Que les gens peuvent changer. Et que l'amour est assez puissant pour reconstruire ce que la peur avait détruit. Alors qu'ils rentraient chez eux ensemble.
Emma sautillant entre ses parents et bavardant de son prochain projet scolaire. Sophia s'émerveillait du chemin qui les avait menés là. Elle avait perdu des années avec Emma. Mais elle avait gagné quelque chose d'irremplaçable. La certitude qu'il n'est jamais trop tard pour devenir celle que l'on est destiné à être. La petite fille qui avait hérité des yeux de sa mère et du cœur de son père. Leur avait tous enseigné la leçon la plus importante. Que rentrer chez soi n'est pas revenir à son point de départ. Mais trouver l'endroit où l'on appartient vraiment. Et dans les rires qui résonnaient dans le parc. Dans leurs mains liées en marchant. Dans la promesse de la note violette de demain. Et de l'histoire du soir de ce soir. Ils avaient enfin tous trouvé leur chemin vers la maison.